1,20 €. C'est le prix moyen d'une baguette de pain dans le village où j'habite. Pour le prix de 2 baguettes de pain, vous pouvez acheter ce t-shirt sur Shein. À quel moment on s'est dit que ça, c'était normal? Inauguration à Paris en grande pompe du premier magasin Shein au monde. Rarement l'ouverture d'une boutique aura fait autant parler d'elle en France. Shein veut s'implanter en France. Ça permet de changer régulièrement de vêtements pour un prix très abordable. Vous me disiez que vous achetiez 400 € par mois de Shein. Il y a 25 millions de Français qui consomment Shein. Et la démonstration d'une nouvelle ère pour le BHVI. Fabuleux pour certains, scandaleux pour d'autres. Des dizaines de manifestants et des passants qui ne monteront pas au 6e étage. C'est n'importe quoi. Et ces images, on les a toutes vues. Sur les réseaux sociaux, à la télé, partout. Des lignes interminables devant le BHV de Paris avec ces gens qui attendent l'ouverture du nouveau magasin Shein, le 2e au monde. L'ouverture fait parler depuis des semaines du pain béni pour les journalistes. Parmi les communicants de Shein, il y en a qui disent « Oui, mais sans nous, les pauvres ne peuvent pas s'habiller ». Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les pauvres sont condamnés à s'habiller, pardonnez-moi, avec de la merde. Comme les pauvres sont condamnés à manger de la malbouffe. D'un côté, il y a ceux pour qui consommer chez Shein revient à donner son argent au diable. C'est clairement une honte. Genre, on ne devrait pas même pas se poser la question. Puis en face d'eux, on a ceux qui n'y voient aucun problème et continueront à acheter des dizaines de vêtements là-bas, quoi qu'il arrive. Et moi, franchement, je commande tout le temps sur le site. Je m'appuie que là-dessus. Et franchement, je suis très contente qu'ils ont ouvert cette boutique. Une acheteuse compulsive, mais après, vu les prix, j'ai envie de vous dire, on peut se permettre de changer de style comme on veut. Je pense qu'il y a une vraie réalité. Les Français, ils n'ont pas de quoi manger en fait. Il faut peut-être ouvrir les yeux. Mais les Français aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi se payer un loyer normal et ils n'ont pas de quoi se manger pour la plupart d'entre eux. À l'écoute de ces témoignages, tout s'est emballé. Mépris de classe, insultes, attitude hautaine, incompréhension, moquerie. Tout y est passé comme si acheter chez Shein, c'était accepter que le monde soit foutu. Comme souvent, quand il s'agit de sujets brûlants, aucune zone grise. Juste du noir ou du blanc, deux positions impossibles à réconcilier et chacun qui se tire dessus en pensant avoir la bonne réponse et surtout en espérant faire tomber l'autre. Shein, c'est la cristallisation de certains des plus grands problèmes de notre époque, entre surconsommation, écologie, travail dissimulé, exploitation, pollution, concurrence déloyale, plagiat et même pratiques commerciales illégales. Un monstre de mystère et d'opacité dont le vêtement est très loin d'être la motivation initiale. Un monstre mené par un homme aussi secret que son entreprise. Pour comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi Shein suscite autant de controverses, pourquoi c'est le reflet d'une époque qui invente des problèmes et crée les solutions, il faut comprendre comment cet empire s'est créé et les secrets qu'il cache derrière lui. La réflexion qu'on devrait avoir quand on dépense de l'argent, c'est de se demander comment en gagner, même un tout petit peu. Alors ça peut être en achetant mieux ou alors en achetant différemment. La bonne réponse, c'est d'acheter mieux, y compris sur nos modes de paiement. Et ça tombe bien, puisque c'est ce que propose Trade Republic, le partenaire de cette vidéo. Trade Republic, c'est une banque en ligne qui propose plein d'avantages. Il y a le Saveback par exemple, tu récupères 1% sur tous tes achats réinvestis dans le plan d'épargne de ton choix. Même la PS5 avec le dernier IFC que tu vas acheter pour ton petit frère à Noël. Il y a le Roundup aussi qui te permet d'arrondir toutes tes dépenses à l'euro supérieur et de réinvestir aussi ça sur le plan d'épargne de ton choix. Et ce qui est cool, c'est que tout ça là, ça coûte rien. Pas de frais de gestion, pas de frais d'ouverture de compte, pas de frais sur les paiements à l'étranger de la part de Trade Republic. T'as juste à créer un compte et c'est parti. Bref, ça fait un moment que personnellement j'ai pris le pas d'utiliser Trade Republic au quotidien et j'en suis vraiment pas déçu. D'ailleurs, jusqu'au 6 janvier, Trade Republic offre à chaque nouveau client un bonus spécial Noël. À chaque inscription, les nouveaux clients participent automatiquement à un tirage au sort pour gagner des actions au ETF d'une valeur pouvant aller jusqu'à 500 €. Et ça ferait un beau cadeau de Noël, hein. Le lien pour s'inscrire est dans la description et je remercie Trade Republic d'être partenaire de cette vidéo. Voici le visage à l'origine de Shein. Xu Yongqiang Sky Xu, ou plus souvent Chris Xu, on connaît pas son nom exact, alors on l'appellera Chris. Chris, c'est le genre d'homme à se cacher, pas seulement des médias, mais du monde entier. On sait presque rien de lui. Cette aura de mystère, c'est autant une volonté qu'une nécessité. Une volonté de garder l'anonymat pour avancer ses pions sans jamais être dérangé, et une nécessité de ne pas trop en dire pour ne pas s'attirer plus d'attention qu'il n'en a déjà.
Il est tellement discret que même ses propres employés ne le reconnaissent pas tous quand il se promène dans les bureaux du siège social de Shein. On trouve presque pas de photos de lui, pas d'interview ni de conférences. Le gars n'est pas loin d'être un fantôme. Mais un fantôme à la tête d'une entreprise aujourd'hui valorisée à plus de 100 milliards de dollars. Un fantôme qui agit dans l'ombre mais qui sait mieux que personne comment braquer la lumière sur son business. Selon certaines sources, il apprend le commerce international à l'université de Qingdao dans les années 2000. D'autres disent qu'il est sino-américain et qu'il a étudié à l'université George Washington. En fait, on sait pas trop, puisqu'une journaliste du Guardian a appelé un jour l'université George Washington pour enquêter sur Chris, et à vrai dire, à part un post sur les réseaux sociaux datant de 2015, on dirait presque que Chris n'existe pas. Presque parce qu'on sait quand même qu'il a accompli quelques trucs. 2008. Associé à 2 autres personnes, Chris se lance dans le monde du e-commerce. Le concept de son site est simple, tout vendre. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout ce que tu peux imaginer, dans le monde entier. C'est un vrai bordel, mais un bordel qui marche. Ce que je vous ai pas dit, c'est que Chris, sa spécialité à lui, c'est le SEO. Le SEO, c'est toutes les techniques qui permettent à un site web d'apparaître le plus haut possible dans les résultats de Google sans payer de publicité. Par exemple, si on cherche une nouvelle paire de Nike sur Google, on a généralement 2 types de résultats. En premier, celui qui est sponsorisé. La marque a payé pour être première, ça c'est ce qu'on appelle le SEA. Puis on a le vrai premier, juste en dessous. Celui qui est mis naturellement en avant par Google car il est parfaitement optimisé pour répondre à la recherche sans payer pour être placé devant tout le monde. Ça, c'est le SEO. Le but du SEO, il est super simple, faire venir un maximum de monde sur notre site. Et Chris, c'est un crack absolu dans cette discipline. Le SEO sur son site, il est excellent, son référencement tabasse la concurrence. En revanche, son business model, lui, il est un peu bancal. En fait, à force de tout acheter et tout vendre, il a des tonnes d'invendus, ce qui lui coûte de l'argent en achat et en stockage, et ça peut plomber le business d'un commerçant. Alors il va faire autrement. Maintenant le site se concentrera sur des commandes en petite quantité, une analyse sera faite sur toutes les commandes dans le détail pour savoir ce qui plaît, et on va actualiser constamment le site en fonction de ce qui plaît aux clients. C'est comme si l'offre du site est actualisée presque en temps réel sur la demande. Parce que Chris a compris un truc important. S'il arrive à vendre pas cher des produits qui plaisent constamment aux visiteurs, alors il va multiplier les petites marges et se fera beaucoup d'argent. C'est ce qu'il fait et très vite le constat est clair. Ce qui plaît le plus sur le site, ce sont les vêtements. Alors Chris vendra principalement des vêtements. Si ça avait été les cannes à pêche, il aurait vendu des cannes à pêche, simplement. Maintenant qu'il tient son truc, Chris est déterminé et il travaille comme un acharné. Le genre de gars qui compte pas ses heures et qui est obsédé par la croissance de son entreprise. Puis un jour, il disparaît. Plus aucune trace de Chris. Mais avant de disparaître, Chris a fait quelque chose d'important. Il a verrouillé les accès au compte PayPal de l'entreprise, puis il a pris soin de changer tous les mots de passe de l'entreprise, histoire que personne n'ait accès à rien. Ses associés sont dans le flou, sans accès ni argent, et Chris, lui, est volatilisé. Ça dure 3 ans. 3 ans sans aucune trace de Chris. Puis un jour... She inside. En gros, elle est elle est dans le truc. Vous comprenez vers quoi on se dirige là? C'est décidé, sa nouvelle cible, ça sera les femmes. Ce qu'il veut leur vendre, c'est des articles de mode, de la mode la plus large jusqu'aux produits spécifiques, comme les robes de mariage. Sa stratégie avec She Inside, c'est de travailler avec des centaines de petits fournisseurs. Des fournisseurs qu'il va mettre à rude épreuve, puisqu'il va leur demander de proposer régulièrement entre 100 et 200 nouveaux designs de vêtements. C'est énorme. Il les met en concurrence, puis les teste et met sur le site ce qu'il considère être les meilleurs designs. Sans le savoir, Chris vient de poser les bases d'une révolution dans l'industrie du textile qui va annoncer l'arrivée de Shein, pour le meilleur et surtout pour le pire. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Ce jour-là, on peut dire que l'humanité s'en est souvenue, parce que l'iPhone, ça a tout changé. Les relations humaines, la vitesse à laquelle les informations transitent et surtout la manière dont on dépense notre argent. Rappelez-vous, Chris et ses associés montent leur premier site e-commerce en 2008. C'est 1 an après l'apparition de l'iPhone. Ils le savent très bien. Dans quelques années, on fera nos achats avec ce petit truc qui tient dans une main. À ce moment-là, le train roule à toute vitesse et c'est assez simple. Soit tu montes dedans, soit tu restes sur le quai à tout jamais. Parce que les ordinateurs individuels seront remplacés par ça. Et les magasins, eux, par ça. On va pouvoir acheter partout, tout le temps, surtout en Chine. Parce qu'en 2014, quand Shein prend sa forme finale, il le fait sous forme d'application.
production. Et en Chine, il s'est passé un truc qui va envoyer un coup de boost incroyable à Shein. En fait, quelques années plus tôt, Amazon avait fait de la Chine son territoire de prédilection. Pendant des années, la plateforme fondée par Jeff Bezos travaillait avec des usines chinoises. Tout ça jusqu'à ce que des controverses éclatent. Entre produits défectueux, contrefaçons et fausses notations, Amazon disparaît quasiment de la Chine pour ne pas ternir sa réputation. Alors Chris voit ça, il voit surtout des masses d'usines et de fournisseurs libres, et il va en profiter. Tous vont passer sous la main de Shein. D'ailleurs, ses bureaux stratégiques seront à Canton, une ville réputée pour abriter certaines des usines les plus efficaces de Chine, et du coup du monde. Ouais, Shein se donne les moyens de ses ambitions. Ce positionnement leur permet d'avoir une relation proche avec les équipes, de faciliter et d'accélérer la prise de décision, et donc d'être hyper rapide et réactif sur ses productions. C'est comme si Shein était un petit village décidé à prendre d'assaut le monde entier, il faudra pas attendre longtemps pour que ça arrive. Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine ? Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. On est en 2020, c'est l'enfer partout dans le monde, mais Shein est au paradis. Et cette période, on s'en rappelle tous, c'était vraiment pas drôle. Tous enfermés chez nous, on s'est mis à faire une chose plus que toutes les autres, consommer. Sans accès au magasin physique, l'achat en ligne prend des proportions qu'on n'avait encore jamais vues et Shein s'en frotte les mains. Ça, c'est le chiffre des ventes de Shein cette année-là. Ça fait 10 milliards au cas où t'as pas réussi à compter le nombre de zéros, 10 milliards de dollars. Une fréquentation en hausse de 250% qui, 2 ans plus tard, vont se transformer en 22,7 millions de dollars. Shein a même fait un exploit encore plus grand, devenir l'application la plus téléchargée aux États-Unis sur Android et iOS, devant même Amazon. Et avec le succès viennent les questions. Une revenant en boucle. Comment c'est possible? Comment dépasser des géants en place depuis des années en à peine plus de 5 ans? Et surtout, Primark, Asos, Zara, H&M et d'autres qui sont critiqués depuis des années pour leur impact sur la planète et l'hyperconsommation, est-ce que Shein n'enfonce pas un peu plus le clou? Qu'est-ce qu'elle fait différemment d'eux? La réponse de Shein, elle est claire et simple. Le modèle économique de Shein, c'est la production à la demande. C'est-à-dire, je ne produis que ce que mes clients achètent. C'est ce qui nous permet d'être abordable, ce qui nous permet d'être autant apprécié par les Françaises et les Français et plus largement par l'ensemble des clients dans le monde. Ce que dit le porte-parole français de Shein, c'est vrai. Derrière cette phrase, une stratégie, le test and repeat. Prenons ce t-shirt, Shein le vend 8,49 €. C'est un plagiat d'une marque tendance, STWD, une division d'une marque elle-même fast fashion. En le vendant 8,49 €, sachant que Shein fait une marge moyenne de 5% par produit, la marque chinoise gagne 42 centimes d'euros par t-shirt vendu. Le produit est mis en vente, mais c'est pas vraiment une vente, c'est plus un test. Shein teste ce modèle précis, puis analyse son succès en fonction de données de navigation sur leur site et des commandes passées. Combien de temps les utilisateurs passent sur la page produit? Quel chemin ils prennent pour y aller? Est-ce que ce t-shirt est acheté seul ou dans un gros panier avec plein d'autres articles? Ces chiffres sont une mine d'or selon laquelle ils décident de la survie ou non du produit. Car à ce moment-là, en fait, Shein n'a produit que 100 ou 200 t-shirts, soit un potentiel bénéfice de 84 €. En gros, une misère et pas de quoi être rentable pour la marque chinoise. Mais c'est pile à ce moment-là que la recette Shein devient ultra rentable. Car si les résultats sont mauvais, ce t-shirt sera retiré du site au bout de quelques heures et c'est adieu. En revanche, si les résultats sont bons, la production de masse est lancée et là on passe à des quantités de production phénoménales jusqu'à ce que le produit s'épuise ou il sera remplacé par la même stratégie en boucle et en boucle. En fait, dès que Shein identifie un produit qui fonctionne plus que les autres, il place une commande qui part chez des fournisseurs qui se positionnent en fonction de leur disponibilité, de leurs matières premières disponibles et de leur réactivité. Chaque fabricant, au nombre de 7000 environ, a son propre compte sur la plateforme, peut monitorer son stock en temps réel et anticiper les productions en fonction des ventes. Il fonctionne en flux tendu, ce qui est rentable mais qui met une pression énorme aux fabricants et à leur main-d'œuvre. En gros, ça donne ça. Imaginez une dark kitchen qui fabrique pas des menus mais des vêtements et vous avez Shein. Notre t-shirt à 8,49 € vient de passer de quelques centaines d'unités produites à des centaines de milliers. Ça y est, il rapporte gros à Shein. Tout ça nous amène aux chiffres. En 2022, quand Zara sort 6850 nouveaux produits par an, H&M 4400, chez Shein on en sort 6000, non pas par an, ni par mois, mais par jour. Ça donne plus de 300 000 par an.
Parce que le but du géant chinois, c'est pas d'utiliser la data pour maîtriser sa production et être éco-responsable comme ils aiment le dire. Non, non, non. En fait, c'est même tout l'inverse. Ça leur permet de faire exploser leur production et la rendre le plus rentable possible jusqu'au moindre centime. Chez Shein, les designers, c'est eux, des data analystes qui pousseront jusqu'au bout toutes les méthodes possibles et imaginables pour essorer la psychologie d'un client qui pense qu'il est en face de la bonne solution pour s'habiller. Ça y est, vous commencez à le voir, le décalage, celui du discours et de la réalité? Bon, ça fait des semaines que j'étudie le sujet Shein et j'ai besoin de me rendre compte dans l'application qu'est-ce qui fait que c'est aussi fort. Qu'est-ce qui fait qu'autant de personnes ont l'impression que c'est l'endroit où il faut faire ses achats. Bon, c'est parti, je lance Shein. J'autorise, allez, c'est parti, je donne mes... Vas-y, envoie-moi des notifs. Ok, France, français, choper, c'est parti. Waouh, ok. Oh, ok, direct, bam, une roue. J'ai des promos, je me suis même pas inscrit, j'ai rien fait, j'ai déjà des promos. C'est génial. Et dès ma première connexion, première ouverture, j'ai moins 45%, moins 40%, moins 35%, moins 18 €, moins 26 €, moins 32 €, moins 38 €, moins 47 €, moins 60 €. Bon, je me suis inscrit, première commande. Donc là, j'ai même pas vu le catalogue encore que... J'ai même pas vu le catalogue encore qu'on veut que je commande. Vous savez, j'ai quel sentiment là? Je viens à peine de télécharger l'app, je me fais harceler. Donc là, maintenant, il faut que j'achète 50 € pour pouvoir bénéficier. 5 €, waouh, faut que j'achète 5 € pour bénéficier des 200 €. Je vais être obligé de le faire. Il me reste 60 minutes. Waouh, non mais gros, mais c'est fou. 3, 2, 1, ouais, carrément. Waouh. On me met la pression. Ils ont même pas bien traduit. J'ai l'impression de rentrer dans un magasin où j'ai un vendeur qui me suit et qui me lâche pas pour que j'achète. Là, on me fait gagner 200 €, après on me dit « Ouais, mais il faut dépenser 5 €. » Je vais dépenser 5 €. Donc si je veux bénéficier de mes 200 € de promotion, il faut que j'achète 9, enfin, il faut que je fasse 9 achats sur les 10 avant le 15. Ce qui veut dire que là, j'ai une vraie sensation d'urgence. Ça fait 5 minutes que je suis sur l'app. Ça, c'est un plagiat de Denim Tears, littéralement. La Cortez, par exemple, c'est du faux. C'est littéralement un faux t-shirt Cortez. Ça fait 20 minutes que je suis sur l'app. J'ai eu plusieurs centaines d'euros de promos. J'ai acheté, en fait, j'ai été plus ou moins forcé à acheter pour bénéficier de ces promos-là qu'on me fait croire que je gagne. J'ai vu la contrefaçon, de l'exploitation de licence qui, je pense, n'est pas légale. Et je me suis fait harceler, en fait. Je me suis fait harceler par l'app. Sauf que c'est un harcèlement qui va dans mon sens, pour me faire croire que j'ai gagné, que je dois acheter vite. Et c'est fou parce que ça joue trop avec la psychologie des gens. Et c'est vraiment négatif. Tout est fait pour me provoquer du FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out, cette peur de rater une bonne occasion, une bonne opportunité. En fait, on est là face à une double stratégie très redoutable. La première, c'est la gamification, le fait de transformer l'achat en jeu grâce à un parcours client qui efface la frontière en ce qui est de l'ordre du jeu et ce qui est de l'ordre de la consommation. Cette gamification, elle est gérée à merveille sur Shein, et ça grâce à la deuxième partie de la stratégie, les dark patterns. Un dark pattern, c'est le fait de créer une fausse urgence ou de donner l'idée au consommateur qu'il est sur le point de rater quelque chose et que s'il profite pas de l'opportunité du moment présent, il va rater une énorme opportunité. Tout ça, c'est fait pour nous faire acheter plus vite, histoire qu'on n'ait pas le temps de réfléchir. Shein nous ment volontairement, on comprend rien de ce qui est vrai ou faux, des articles qui sont toujours limités et qui vont toujours être out of stock si on passe pas commande rapidement, on comprend pas comment gérer nos avantages, ils expirent toujours très vite, on sait pas à quoi on a réellement le droit, bref, c'est flou et ça marche. Enregistrez-vous pour gagner des points, ok, super bonus, waouh, ah, j'ai un nouveau bonus. Ça fait seulement 10 minutes que j'ai Shein sur mon téléphone et c'est irrespirable. Ça se voit que c'est en train de me saouler là. C'est comme si j'étais entré dans un jeu où le but était d'acheter le plus possible pour le moins d'argent possible. J'ai des réductions, des prix barrés, des offres limitées, des offres temporaires, des jeux, des comptes à rebours, des concours, des événements. J'ai tout un univers qui m'oppresse et qui veut me marteler dans le crâne que je suis au meilleur endroit sur Terre pour faire des bonnes affaires et du coup faire des économies. Ah, et j'ai déjà des notifications pour revenir, car ouais, j'ai pas assez profité des offres. Ça vous fait pas flipper, vous? Parce que moi, ouais. Tout ça nous mène à un des plus grands exploits de Shein, la création d'un nouveau segment de marché, l'ultra fast fashion. Et l'ultra fast fashion, c'est un carton. Je tourne un haul Shein. Un énorme haul, mais d'amour.
Ouais, derrière ces coupons, ces réductions et ces produits pas chers, il y a des humains. Ça fait des années que Shein prépare son entrée en bourse, mais elle est constamment repoussée à cause des multiples scandales qui éclatent. Ils ont échoué à la bourse de Londres, celle aussi de New York, notamment après les affaires de travail forcé et de sourcing de leur coton. Mais c'est pas grave, ils retentent du côté de Hong Kong. Imaginez un instant l'impact de leur entrée en bourse. Shein serait valorisé autour de 100 milliards de dollars, c'est plus que Zara et H&M combinés. Mais entrer en bourse, c'est se soumettre à des audits, des analyses et contraintes. Et dans l'histoire de Shein, quand quelqu'un s'est mis à creuser, beaucoup de choses ont émergé. Des semaines de 75 à 90 heures, des employés payés aux vêtements, des normes de sécurité jamais respectées. Finalement, on comprend le secret de Shein, le tour de passe-passe. 75 heures par semaine, 12 heures par jour, c'est le nombre d'heures de travail des salariés dans les usines missionnées par Shein. Alors non, Shein ne sont pas les seuls à abuser de ce genre de pratique, mais le problème c'est qu'elle accumule les positionnements et comportements problématiques. Plusieurs ONG ont repéré des éléments à risque dans les usines, aucune norme pour lutter contre les incendies, des équipements dangereux et très peu de portes de sortie en cas de propagation d'un feu. Pire que ça, en 2024, Shein a même admis avoir trouvé des mineurs dans ses usines de fabrication. Et pour rester fidèle à sa réputation d'entreprise qui livre plus rapidement que ses concurrents, Shein met une pression énorme sur ses usines et comme la plateforme a décision de vie ou de mort sur les usines, c'est aux fabricants eux-mêmes de trouver les moyens de maximiser leurs profits. Ces fabricants sont ensuite notés et mis en concurrence, récompensés si les délais sont respectés et que la qualité des articles est conforme aux attentes. Mais alors pourquoi ces fournisseurs acceptent ça, de travailler dans de telles conditions? Simplement parce qu'ils savent la puissance de Shein, leur capacité à vendre énormément et rapidement. En fait, la puissance de Shein, c'est le FOMO, même chez les fournisseurs. Car si un article devient viral sur Shein, l'usine qui a livré les produits test est susceptible de produire des millions d'exemplaires et de voir l'argent couler à flot. Et vu que Shein sait qu'elle tient ses fournisseurs par l'argent, elle paye plus rapidement que ses concurrents, généralement dans les 2 semaines contre 45 jours selon les standards de l'industrie. Et ça au détriment de tout, surtout de la planète. Ça, c'est le Boeing 777 Freighter, un des plus gros avions cargo du monde. Shein en envoie 50 remplis de marchandises par jour. 5000 tonnes dans le ciel tous les jours. Et dans une industrie qui représente à elle seule plus de 10% des émissions de carbone dans l'atmosphère, la marque pèse toujours de plus en plus lourd. 5000 tonnes de produits chaque jour dans le ciel, contenant énormément de matières non biodégradables comme le polyester. 5000 tonnes de produits contenant des poupées sexuelles en forme d'enfants. Et puisque la marque se dit vertueuse, elle annonce jeter uniquement 2% de sa production. Mais combien de ce pourcentage finit dans la poubelle des clients? Bref, le problème c'est que c'est déjà trop tard. On peut appeler au boycott, faire ce qu'on veut, le modèle est en place et les consommateurs aiment ça. Les clients ont adopté l'écosystème Shein et maintenant que ce modèle est installé, difficile de revenir en arrière. Pour preuve, même Amazon, la plateforme leader du e-commerce depuis 15 ans, s'est maintenant pliée au modèle Shein sous le nom d'Amazon All. C'est un Amazon, mais version Shein. Tout ça a donné énormément d'idées à des nouveaux acteurs, comme Temu par exemple, qui reprend les mêmes codes que Shein dans un champ d'action encore plus large. Encore pire, ce modèle d'achat s'est installé sur les plateformes sociales comme TikTok Shop, ce qui renforce l'achat comme un passe-temps. La consommation devient un exutoire plus qu'une réponse à un besoin. On achète pour passer du bon temps plus que par utilité. En fait, bien plus qu'une domination, c'est une dictature que Shein a mis en place. Une dictature qui fonctionne très bien chez nous en France, avec plus de 20 millions de clients, 5 millions de visiteurs chaque mois sur le site web, deuxième plus grande marque de mode en France derrière Zara, et une des marques préférées des Français avec des classements qui varient en fonction des sources. Mais sa présence même dans le top des marques préférées des Français est un fait, les Français aiment Shein. Donc, je résume. On a une marque qui ment clairement à ses consommateurs en jouant avec des dark patterns. Une marque qui a donc mis en place un système entier qui joue avec la psychologie des gens pour encourager la surconsommation. Une marque qui a elle-même inventé un segment de marché tout entier, l'ultra fast fashion. Une marque qui produit plus de vêtements en une journée que ses concurrents en un an. Qui vend des produits problématiques comme des poupées pédopornographiques. Une marque qui est passée de 6 millions de tonnes de CO2 émis en 2020 à 26 millions en 2024. Et surtout, une entreprise qui entretient un système qui exploite ses travailleurs dans des conditions inhumaines. Et en voyant tout ça, nous en France,
on a une bonne idée. Vous aimez la lumière, Frédéric Merlin. Votre photo fait désormais la hauteur de 3 étages en façade du BHV avec ce slogan « L'affiche que l'on n'aurait jamais dû faire ». Vous êtes aux côtés du patron de Shein. Vous jouez à quoi ? Lui, c'est Frédéric Merlin, directeur de la Société des grands magasins. Cette société, son travail, c'est de racheter des grands magasins en difficulté, les réhabiliter, les rendre plus attractifs, prendre en charge toute la gestion immobilière et commerciale, et à la fin, transformer tout ça en actifs plus rentables. Et cette Société des grands magasins... Et c'est vous, Frédéric Merlin, président de la Société des grands magasins, qui rachetez ce magasin emblématique au Galeries Lafayette. Alors on vous connaît parce que vous êtes déjà venu sur ce plateau, notamment quand vous avez racheté des Galeries Lafayette en province. Mais alors là, quelle idée de racheter le BHV ? Le BHV, c'est une institution du commerce parisien, mais une institution en grande perte de vitesse, avec de nombreux impayés. C'est, à mon sens, une belle endormie qui nécessite certes des investissements, mais avec laquelle on va pouvoir recréer une marque très forte, très puissante, une marque qui est connue et adorée des Parisiens. C'est là que Frédéric Merlin intervient, puisqu'il a vu un potentiel. Il a racheté la marque et le fonds de commerce du BHV, comme il l'avait fait pour les 26 autres Galeries Lafayette de province. Alors du coup, son travail à lui, c'est de faire augmenter la valeur du BHV pour être rentable, et pour faire augmenter sa valeur, il faut refaire venir du monde dans ses grands magasins. Faire venir du monde à n'importe quel prix, y compris faire entrer le loup dans la bergerie, puisque les plus offrants étaient chinois, et ils s'appelaient Shein. La marque a offert un pactole à Frédéric Merlin et la Société des grands magasins pour venir installer au BHV le deuxième magasin Shein du monde. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, surtout celle de Frédéric Merlin. Car derrière sa fière allure sur tous les plateaux télé, on est surtout devant quelqu'un à la tête d'énormes dettes. Vous devez 17 millions d'euros à vos propres fournisseurs. Qui vous a donné ce chiffre-là ? Ce chiffre, on l'a trouvé dans la presse. 17 millions d'euros d'impayés aux marques présentes dans les rayons du BHV. Encore ce que disent les journalistes ? Derrière cet apport financier important de Shein et son installation au BHV, on a un chef d'entreprise français qui savait très bien ce qu'il était en train de faire. Il savait qu'en installant le deuxième magasin Shein au monde, il profitait d'une brèche qui allait attirer toute l'attention autour de sa marque et son bâtiment. Cette technique, elle a un nom, c'est du rage bait. Alors, en gros, si demain je fais un post sur Twitter sur l'IA et que je me fais démonter, plus je me fais démonter, plus ça attire l'attention. Donc ça fait beaucoup parler car c'est un sujet qui fait réagir. Alors qu'est-ce que je vais faire dans mes prochains posts ? Je vais parler d'IA. Comme ça, je continue de faire parler, de booster mes posts en étant sûr de créer la controverse à chaque interaction. En fait, même si ma publicité est négative, je m'en fous, ce qui compte c'est de faire parler. Le rage bait, c'est une technique parfaite pour diviser et créer de la traction autour d'un sujet. Par exemple, quand il décide de mettre cette affiche sur la devanture du BHV. Une affiche de plusieurs mètres de haut avec le CEO de Shein en écrivant l'affiche qu'on n'aurait pas dû faire. Son seul et unique but avec ça, c'est de se faire démonter dans les médias. Comme ça, quoi qu'il arrive, il fera parler de lui. Et il le dit lui-même d'ailleurs. Et aujourd'hui, moi je suis pas le défenseur de Shein, je suis simplement un commerçant qui a besoin de faire vivre son commerce, qui a besoin de faire venir du monde dans son commerce, et qui est, je le redis, fier d'accueillir une marque, qui répond à plus de 25 millions de clients français. N'en déplaise, c'est la 5e marque préférée des Français. Ce qu'a bien compris Frédéric Merlin, c'est que le sujet derrière Shein, c'est le sujet d'une fracture sociale. Quand Shein France communique, la mode est un droit, pas un privilège. Alors déjà, c'est faux. La mode n'est pas un droit, c'est une nécessité fondamentale. Par contre, la consommation, elle, oui, c'est un privilège. Alors pourquoi ne pas avoir dédié un coin à des structures comme Emmaüs qui, elles, défendent pour de vrai l'accès aux vêtements pour les clients précaires. Et quand bien même une famille aux faibles revenus, avec peu de moyens et des fins de mois difficiles irait s'habiller chez Shein, c'est impossible de lui en vouloir car c'est pas elle le problème. Le problème, c'est l'instrumentalisation de la surconsommation qu'a organisé Shein pendant des années, ce qui a mené une grande partie de la population à acheter non pas par besoin mais pour se divertir. On achète après une journée de travail difficile pour décompresser, on achète pour passer le temps, on achète un t-shirt qu'on mettra une seule soirée et c'est pas grave car c'est pas cher. En fait, on achète pour remplir un vide que le matériel ne comblera jamais. Mais l'expression employée sur les affiches de communication de Shein va encore plus loin. Elle met directement en opposition deux pensées radicalement différentes. D'un côté, on a ceux pour qui la qualité est un luxe inatteignable. Le prix est la seule variable importante pour faire un choix d'achat, alors Shein leur ouvre les portes d'une mode de moins en moins accessible. Puis en face, on a ceux pour qui acheter des produits Shein, c'est être la victime d'une mascarade tellement grande que c'est fou de pas s'en rendre compte. Alors on débat sans vraiment débattre. On compare l'incomparable. On oppose deux visions où l'un se dit que celui d'en face est complètement con. Une opposition a été organisée et la marque et son bâtiment d'accueil en seront les premiers gagnants. Parce qu'au fond, ces deux consommateurs veulent la même chose.
en avoir pour leur argent. Mais ces deux consommateurs ne se comprennent pas et Frédéric Merlin insiste sur leur incompréhension pour se placer en sauveur du client qui se sent opprimé. Ce que vend Monsieur Merlin, c'est Shein comme l'option qui les écoute et qui prend soin d'eux, sans se rendre compte que Shein est construit pour leur prendre plus d'argent que n'importe quelle marque haut de gamme. La société des grands magasins a créé une guerre et s'est placée comme celle qui amène la paix. Le plan était millimétré depuis le début. Vous me disiez que vous achetiez 400 € par mois de Chine, vous achetez 100 € par semaine. Exactement. Ouais. Je suis une grande acheteuse. Voilà, je mets dans mon panier et après, voilà, je valide. Tout ça n'est que de la poudre aux yeux. Shein le sait bien et Frédéric Merlin l'a bien compris. Parce que cette situation, finalement, c'est un peu le portrait de la France d'aujourd'hui. Un pays où l'opposition prime souvent dans les débats pour faire ressortir des idées qui tendent à sacrifier le vrai fond. Des partis politiques entiers ont fait de cette stratégie leur fonds de commerce depuis des années. Puisque l'opposition créait du débat, le débat créait de l'attraction et l'attraction créait de l'engagement, profitable au dernier maillon de la chaîne, ici Monsieur Merlin. Parce que la réalité, c'est qu'on n'avait pas besoin de Shein pour avoir accès aux vêtements en France. Et à la fin du jeu, les consommateurs de Shein consommeront, dépenseront et pollueront plus. Tout ça au gré de fausses économies vendues par un industriel chinois qui a su exploiter les brèches d'une société où la consommation est devenue un loisir bien plus qu'une réponse à un besoin. Ce débat autour de l'arrivée de Shein en France qui dure depuis des semaines n'est ni plus ni moins qu'un débat politique inaudible où on appuie sur des évidences pour opposer les spectateurs et créer toujours plus de débats avec toujours moins de sens. Mais ce débat est stérile et s'attarde sur des jugements de valeur personnels plus que la tentative de trouver des vraies solutions. Car à la fin, tout ça, c'est qu'une bagarre d'ego où chacun regarde l'autre en étant persuadé d'avoir fait le bon choix. Une bagarre dans laquelle il n'y aura aucun vainqueur à part celui qui l'a organisée. Mais visiblement, et contrairement à ce que je pensais au départ, il reste une lueur d'espoir. Depuis l'installation de Shein au BHV, non seulement les clients ne sont pas aussi nombreux qu'espérés, mais pire, de nombreuses marques ont déserté, laissant des allées vides en refusant de s'associer à cette opération de communication désastreuse. Alors oui, Frédéric Merlin a réussi son objectif, celui de faire parler, mais je crois qu'il avait sous-estimé le sursaut d'orgueil des Français. Parce que non, toute publicité n'est pas bonne à prendre, et je crois bien que la société des grands magasins et Frédéric Merlin sont en passe d'en devenir un des meilleurs exemples.